Jean-Pascal Van Ypersel, bonjour. Vous êtes climatologue, professeur à l'Université de Louvain et vous étiez jusqu'il y a peu vice-président du GIEC, le célèbre groupe d'experts climatiques dont les rapports vont alimenter la grande conférence sur le climat qui s'ouvrira à la fin du mois à Paris. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi de la soupe coréenne parce que vous étiez donc candidat à la présidence du GIEC, vous étiez même présenté comme le favori et puis, surprise, c'est un Sud-Coréen, un économiste sud-coréen qui a décroché ce titre. Vous avez envie de cracher dans la soupe? Non, jamais, moi. J'essaie de rester zen. Mais c'est vrai que j'ai eu 56 voix et il en a eu 78. Donc voilà, c'est que la communauté internationale voulait que ce soit lui et pas moi. En majorité, en tout cas. Un peu amer, quand même? Je suis prêt Parce que vous avez mené quand même une campagne électorale digne d'un candidat à la Maison-Blanche. J'ai visité une soixantaine de pays pour rencontrer les préoccupations d'un maximum de pays en ce qui concernait ce qu'ils attendaient par rapport au GIEC, leur présenter mon programme, qui était un programme ambitieux de réforme et de mise au service de mon expérience dans les 7 ans qui viennent. Une majorité de pays a décidé que ce sera quelqu'un d'autre, mais je reste au service de la communauté internationale. Alors, vous racontez votre expérience dans un livre qui vient d'être publié, Une vie au cœur des turbulences climatiques. La conférence de Paris, vous allez la suivre depuis votre fauteuil, dans votre salon Ah non, je serai conseiller scientifique au sein de la délégation belge et j'aurai un rôle actif pour essayer de mettre la science au service des négociations et mettre de l'huile dans les rouages là où c'est possible. Alors, cette grande conférence, la COP21 comme on l'appelle, à quoi doit-on arriver? Qu'est-ce qui va permettre de dire que cette conférence est réussie ou pas? L'enjeu, c'est de savoir si l'humanité va être enfin ou pas mise sur une trajectoire de décarbonation de l'économie mondiale de façon à protéger le climat pour les pays qui sont déjà et les populations qui sont déjà sujettes et victimes des changements climatiques, mais surtout pour les générations futures, parce que la Terre va devenir beaucoup moins habitable si la conférence de Paris ne nous met pas sur cette trajectoire vertueuse. Les rapports du GIEC sont parfois alarmistes, on n'est pas sur la bonne voie pour le moment. Alarmant, parce qu'il n'y a pas de volonté d'alarmisme. Ils sont alarmants, la réalité est alarmante, ça c'est vrai. Mais on est très loin, quand on voit l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui se poursuit, on est très loin des trajectoires de diminution de ces émissions qui seraient pourtant nécessaires. Le dernier rapport du GIEC a montré que si on voulait rester sous la barre des 2 degrés qui est présentée comme l'objectif international, il faudrait arriver à des émissions nulles de gaz à effet de serre bien avant la fin du siècle. Et on est très loin d'une tendance comme celle-là. Alors à cette grande conférence de Paris, vous attendez surtout des signes venant des grands pollueurs, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis? Ce sont eux qui mènent la danse? Les signaux qui viennent de chez eux sont très importants et en même temps, même s'ils étaient extraordinairement ambitieux dans leur politique de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, ça ne suffirait pas parce que les gaz à effet de serre sont émis par l'ensemble de la communauté internationale, bien sûr bien plus par les pays grands pollueurs que par les autres. Il faut vraiment un effort international pour arriver à réduire à zéro avant la fin du siècle les émissions de CO2. Notamment. Que fait l'Europe? On a souvent présenté l'Europe comme un modèle à suivre. Là, on a l'impression qu'elle s'endort un tout petit peu. Et d'ailleurs, ici, au Parlement européen, une résolution a été votée pour demander à l'Europe de se réveiller par rapport à ce dossier. En tout cas, il y a quelques années, l'Europe se présentait comme le leader en matière de politique climatique et c'est un discours qu'on entend beaucoup moins nettement aujourd'hui. C'est vrai, d'autres préoccupations ont pris le pas et c'est probablement une erreur parce qu'il y a énormément de bénéfices à se préparer, les premiers, à se préparer efficacement à la décarbonation de l'économie mondiale. Les premiers qui auront réussi ce grand tournant qui est inévitable vont, à un moment donné, être gagnants par rapport à ceux qui croient encore qu'avec les énergies fossiles, on va pouvoir continuer longtemps. Mais le passage aux renouvelables, on n'y est toujours pas, en Europe en particulier. On roule toujours en diesel, il y a toujours des mines de charbon qui fonctionnent. Oui, rouler au diesel, j'espère qu'après ce qui vient de passer, ça va peut-être se faire un petit peu moins massivement. Et le tournant vers les énergies renouvelables, il est tout de même en route, non seulement en Europe, mais dans bien d'autres pays, notamment parce que le prix de ces technologies a fortement baissé au cours des 10 dernières années. Alors, il faut sensibiliser
les États, il faut sensibiliser les entreprises, mais aussi les citoyens. C'est ce qu'essaie de faire Nicolas Hulot dans un petit spot qui a été vu par des millions d'internautes. On va regarder un extrait. Nicolas Hulot, qui est donc l'envoyé spécial de François Hollande pour la protection de la planète. Dans un monde où l'inconscience de l'homme a totalement déséquilibré le climat, où les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes, un homme, seul, décide de se lever contre tous pour leur foutre une bonne grosse raclée. Son nom, Nicolas Hulot. Peut-être, vous m'avez pas dit les ampoules, là. C'est des ampoules basse consommation, moi, on est sûr de ça? Voilà, ça ne manque pas d'humour. Sensibiliser le citoyen, c'est vraiment important. C'est important d'arrêter de faire couler l'eau de robinet quand on se lave les dents, de manger de la viande. De manger moins de viande. Bon, chaque petit geste est important. Fermer l'eau quand on se brosse les dents, je crois que dans beaucoup de pays, en tout cas là où il n'y a pas de sécheresse, c'est peut-être pas la priorité des priorités. Et puis on parle de questions énergétiques, on ne parle pas de gestion de l'eau. Donc du côté de l'énergie, il y a beaucoup à faire. Manger moins de viande, ça contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre, utiliser des transports publics, voyager moins en avion. Je le sais, je le dis en étant conscient de tous les voyages en avion que j'ai faits, mais chaque fois, d'abord en me demandant si c'était indispensable, en allant en train quand c'était à une distance qui permettait d'aller en train, et là où j'étais en avion, j'ai chaque fois compensé mes émissions, ce qui n'est pas parfait, mais qui est certainement mieux que de ne pas le faire. Et alors, dans le domaine de l'habitat, il y a énormément de choses à faire. On peut isoler les maisons, on peut isoler les logements de manière à consommer beaucoup moins. Et de plus en plus, on a la possibilité d'utiliser des systèmes qui n'utilisent plus d'énergie fossile. Les climato-sceptiques, ils sont morts aujourd'hui? Ils ont disparu? Non, ils ne sont pas morts, mais enfin, c'est une espèce en voie de disparition. Ils vieillissent et ils sont de moins en moins compétents. Jean-Pascal Van Ypersele, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte, bien sûr. Les réfugiés climatiques, une réalité ou une histoire à faire peur? Je crois que c'est largement une réalité. C'est une réalité dont on n'a encore vu que le début, malheureusement. Alors, une des difficultés quand on parle de réfugiés climatiques, c'est que c'est difficile de n'attribuer qu'au changement climatique le sort des réfugiés. Bien souvent, ceux qui sont obligés de devenir réfugiés le sont pour une série de raisons différentes, toutes plus tristes les unes que les autres, mais on se rend compte que dans bien des régions, même au Moyen-Orient, en Syrie, dans les environs de la Syrie, la sécheresse, les changements climatiques de ces 10-15 dernières années ont joué un rôle, non pas comme seul facteur à l'origine des migrations, mais comme facteur d'aggravation dans un contexte déjà difficile par ailleurs. Et malheureusement, ça ne va pas s'améliorer à l'avenir. Jean-Pascal Van Ypersele, merci d'être venu au Bar de l'Europe. Et on va quand même goûter cette soupe coréenne dans laquelle vous n'avez pas craché. Non.